En juillet 1982, la Ville de Montréal eut l'honneur d'accueillir les meilleurs joueurs du baseball majeur alors que le Stade olympique était l'hôte du traditionnel match des étoiles. C'était la première fois que cette classique avait lieu à l'extérieur des États-Unis. Sur le terrain, on a fait ça une scène internationale. On a invité les joueurs de chacun des pays qui a eu du baseball professionnel. On a eu les meilleurs joueurs japonais, coréens. C'est nous, tout le monde était là. Les Latins. Orlando Cepeda en parle encore aujourd'hui. Ces joueurs-là étaient là, avec des joueurs québécois et canadiens. Les Expos étaient également fort bien représentés. En plus du gérant Jim Fanning comme instructeur, les Expos avaient 5 joueurs en uniforme. Al Oliver, Tim Raines, André Dawson et Gary Carter. De plus, c'est Steve Rogers qui avait été désigné comme lanceur partant pour la Ligue nationale. Dave Concepcion des Reds de Cincinnati fut nommé joueur du match. Il avait donné les devants à la nationale avec un circuit bon pour 2 points en deuxième manche. En sixième, 2 vedettes locales permettaient à la nationale d'augmenter son avance. Gary Carter frappa un simple au champ-centre pour ainsi faire marquer Al Oliver qui avait réussi un double quelques minutes plus tôt. La Ligue nationale disposait de l'américaine 4-1 devant plus de 59 000 spectateurs au Stade olympique. Au début de la saison 1983, les Expos accueillaient un nouveau gérant, Bill Virdon. Bill Virdon, c'était tout le contraire de Jim Fanning. C'était pas un homme très loquace. C'était pas facile de composer avec Bill Virdon. C'était un homme qui répondait, faisait de courtes réponses. On se disait, en quittant le stade, on joue au racquetball demain. Bill, oui, correct. Quelle heure? 6h30? OK, parfait. Alors, on se rencontrait à 6h15 au terrain. Bonjour Bill, bonjour Jacques. On pratique? On pratique. Quelques échanges. Tu prêt? Oui, OK. On commence. 1-0. Puis lorsque le match était terminé, merci Jacques, on se revoit demain. Oui, correct. Alors, la communication, c'était pas un gars qui était facile d'approche. Même s'ils possédaient les éléments pour former une équipe compétitive en 83 et 84, les Expos n'ont pas réussi à jouer pour une fiche de 500 sous la direction de Virdon. Mais ce qu'on a su par après, c'est qu'il ne voulait pas revenir comme gérant. C'est John McKay qui l'avait convaincu de prendre l'équipe en main, puis qui l'avait supplié. Ça ne tentait plus. Fait que quand il est arrivé là, je pense, son attitude de déteint sur l'équipe en général. Tu n'avais plus le même enthousiasme parce que lui, ça ne tentait plus. Puis ça a coûté, d'après moi, quelques bonnes saisons aux Expos. Steve Rogers a fait des débuts impressionnants avec les Expos en 1973. En 17 départs, il a maintenu un dossier de 10 victoires et 5 revers avec une incroyable moyenne de points mérités de 1,54. Il n'y a pas d'équipe. Hey, des années 60, quand il commençait de 72 jusqu'à 79, là, je regrette, puis il trouvait le moyen de gagner. C'est en copie, il trouvait le moyen de gagner. Steve Rogers, s'il n'avait pas lancé pour les Expos, aurait 250 victoires. Dans le même style de Maddox, là. Rogers fut sans contredit le meilleur lanceur issu de l'organisation des Expos. Choix au repêchage en 1971, il a passé 13 saisons à Montréal. Il est le meneur de tous les temps pour les victoires avec 158, les départs 393, les matchs complets 129, les jeux blancs 37 et les retraits au bâton avec 1621. Il fut invité au match des étoiles à 5 reprises et il a connu sa meilleure saison en 82 avec 19 victoires. Mais son nom sera toujours associé au circuit de Rick Monday. Le circuit accordé à Rick Monday, c'est un grand malheur dans la vie d'un bon lanceur. C'est dommage que ça soit tombé sur lui, mais ça serait bien injuste à l'égard de ce bon lanceur-là qui a vraiment porté l'équipe sur ses épaules. Il était l'homme fiable quand je le voyais arriver sur le monticule. S'il y avait une série de défaites, je savais qu'il arrêterait quand lui arriverait. Moi, j'ai beaucoup aimé Steve Rogers. De 1979 à 1983, les foules se déplaçaient en grand nombre pour aller encourager les Expos. Ils ont attiré plus de 2 millions de spectateurs à 4 reprises. Et à l'époque, un match au Stade olympique était un happening. Valerie, Valerie.
quand j'entends que Montréal n'est pas une ville de baseball, c'est tellement pas vrai. Le baseball est né à 400 000 d'ici. Montréal est plus une ville de baseball que Los Angeles, que San Diego, que la Californie, que tous ces coins-là de l'Amérique. Ça vient d'ici, le baseball. Napoléon Lajoie, son grand-père, Napoléon Lajoie, c'est un gars du Cap-de-la-Madeleine. Je veux dire, je suis pas capable d'entendre ça, moi, que Montréal n'est pas une ville de baseball. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En 1984, les Expos avaient un nouveau premier frappeur, le vétéran Pete Rose, qui s'était joint à l'équipe en tant que joueur autonome. Âgé de 42 ans, Rose avait frappé un double au champ droit aux dépens de Jerry Koosman des Phillies lors du match d'ouverture locale. Il devenait seulement le deuxième joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 4000 coups sûrs en carrière. Peut-être dur à son endroit, mais c'est un égocentrique. Me, myself and I. Je me souviens, avec Roger, on travaillait ensemble à ce moment-là, et à CKAC, on nous avait demandé de faire une émission de ligne ouverte avec Pete Rose. Alors, on rencontre Pete Rose, OK, on va se réunir chez Roger, au condo que Roger louait là-bas, et Pete restait dans le même complexe, alors c'était pas tellement loin. Sauf que les 3 premiers rendez-vous qu'on a faits, Pete Rose ne s'est pas présenté. Et au 4e, lorsqu'il finalement il s'est présenté, bien, l'émission d'1 heure n'était pas assez longue. Alors, quand ça faisait son affaire... Les Expos avaient été impressionnés par ce qu'il avait fait à Philadelphie, tu sais, puis ils pensaient d'avoir en lui une espèce de leader, mais ça a été un fiasco monumental. On le surnommait le Kid. Gary Carter jouait au baseball comme un enfant. Il adorait se retrouver sur un terrain de baseball et sa passion pour le sport a fait de lui l'une des figures les plus populaires de l'histoire de l'équipe. Il a vendu du baseball à Montréal. Il était gentil avec les gens, il signait des autographes, il avait un sourire papier aux dents. Les gens aimaient ça, il aimait les gens. C'était un joueur qui, à Montréal, a eu un impact considérable. Puis moi, je persiste à dire qu'il y a bien des gens qui ont tourné le dos aux Expos la journée où ils l'ont échangé. Carter est devenu le receveur régulier des Expos en 1977. Dès sa première saison au Stade olympique, il s'est imposé, claquant 31 circuits, ce qui constitue alors le record de la franchise. Il fut choisi joueur de l'année au sein de l'équipe à 4 reprises. Il a également remporté 3 Gants d'or pour son excellence en défensive au poste de receveur. Carter fut également invité au match des étoiles à 7 reprises, méritant le titre de joueur par excellence du match 2 fois. On le voyait partout. C'était l'homme idéal pour la publicité. Et pour les médias, c'était une perle. Il s'agissait de lui poser une question et puis il pouvait vous parler pendant 10 minutes. Carter n'avait pas que des amis dans le vestiaire parce que il y avait un peu de jalousie. On pouvait voir qu'il y avait un peu de jalousie. Certains joueurs enviaient un peu sa façon d'attirer les médias, sa façon aussi d'être toujours sous les réflecteurs. Mais il reste que Carter, sur le terrain, était un joueur dominant et c'était un meneur sur le terrain. Gary Carter était une super vedette à Montréal et il voulait être payé en conséquence. C'est à contre-cœur que le propriétaire des Expos, Charles Bronfman, consentit à lui offrir un contrat de 5 ans pour 10 millions de dollars. Cependant, le 10 décembre 1984, les Expos l'échangeaient aux Mets de New York en retour de 4 joueurs. Mais le départ de Carter, a priori, je crois que c'était strictement pour apaiser un petit peu la colère de Charles Bronfman qui ne voyait pas d'un bon œil de donner autant d'argent à un seul joueur. 8 ans plus tard, Carter venait terminer sa carrière dans l'uniforme des Expos. Lors de son dernier match au Stade olympique, il frappait un double par-dessus la tête de son ancien coéquipier André Dawson. En 2003, il a rejoint les plus grands joueurs de l'histoire en devenant le seul Expo intronisé au temple de la renommée du baseball majeur.
Le départ de Carter avant le début de la saison 85 signifiait donc l'arrivée de 100 nouveaux. Le voltigeur Herm Winningham, le receveur Mike Fitzgerald, le lanceur prometteur Floyd Humans et l'arrêt-court U.B. Brooks. De ces 4 joueurs, Brooks fut le meilleur. Dès sa première saison avec les Expos, Brooks devint le premier joueur d'arrêt-court à récolter 100 points produits depuis Ernie Banks avec les Cubs de Chicago en 1960. Brooks avait d'ailleurs atteint le plateau des 100 points produits lors du dernier match de la saison contre son ancienne équipe, les Mets, au grand plaisir des spectateurs au stade Shea. Un autre ancien des Mets s'est illustré avec la formation montréalaise, le releveur Jeff Reardon, acquis au mois de mai 1981 en retour du voltigeur Ellis Valentine. Reardon est devenu le premier spécialiste de la courte relève avec les Expos. Il a connu 5 saisons d'au moins 20 sauvetages et il a dominé la Ligue nationale à ce chapitre en 1985 avec 41. Il fut échangé aux Twins du Minnesota après la saison 86.